aujourd'hui, je vous annonce enfin et enfin que je vais me présenter aux élections présidentielles et vous allez avoir mon discours très prochainement, bien entendu en costard-cravate avec la grande classe. Je vais... Alors là c'est... Salut frérot. Je vais faire mon discours très prochainement. Attendez-vous à mon gros discours et j'espère que vous allez tous voter en force pour moi. J'ai déjà mes gardes du corps, j'ai déjà une sécurité rapprochée de malade car je n'ai pas envie qu'on me tue comme Coluche. Voilà. Mes chers compatriotes, je ne veux pas vous parler la langue de bois habituelle des vœux du Nouvel An. L'année qui s'annonce sera une année très importante, de celle qui reste gravée à tout jamais dans l'histoire de France. Pendant ce quinquennat, nous avons prouvé qu'ensemble, nous, le peuple français, pouvions déjouer les pires pronostics, faire le choix d'une société plus écologique, plus juste et plus apaisée, qui redonne à chacune et à chacun sa dignité. On dira de nous, il sortait d'un quinquennat cauchemardesque, fait d'un néant présidentiel sans forme ni fond, de déclassement économique, de pandémie incontrôlée, d'insécurité envahissante, d'immigration délirante et d'islamisation galopante. 5 ans d'affaiblissement de leur identité et, à la surprise générale, ils ont vaincu la fatalité. Si vous voulez être président de la France, faut être en mode gentil et je sais pas quoi, je sais pas comment t'expliquer en mode. Faut aider les. Faut être cool, faut qu'elle fume un bédo, pour se distraire, t'as capté ou pas? En cette période de fête, mes pensées vont aux personnes seules, dans l'adversité, et vers tous ceux dans les hôpitaux, les commissariats, les gendarmeries, les casernes de pompiers, les aéroports et sur les théâtres d'opérations extérieures qui, dans le silence du devoir, veillent sur nous. Il n'y a pas de violence policière. Les policiers ont, selon la grande phrase de Max Weber, le monopole de la violence légitime. Donc il y a des violences faites aux policiers, oui, et qui se multiplient. Mais un président de la République ne doit pas parler de violence policière sous peine de saper la légitimité de son pouvoir et de son autorité. Cette jeune femme, son père a été assassiné. Sophia, je vais vous le dire. Donc c'est pas Monsieur Mélenchon se tait pour une fois. Son père a été assassiné. On le sait. Il criait j'étouffe. Et ces hommes se sont acharnés sur eux en mentant ensuite. Et ils ont été couverts par les organisations policières d'un bout à l'autre. Vous avez suivi l'affaire Jean-Luc Mélenchon parce que c'est vrai que c'est une affaire incroyable. Du calme. On a vu le. Vous n'êtes pas de taille à m'intimider. Vous n'êtes pas de taille à m'intimider. Ben, essayez pas. Il va arriver dans un instant, Yannick Landurin, major d'une BAC dans le 93. Moi, j'ai proposé de désarmer dans les manifs. Je suis pour qu'on désarme les policiers dans les manifs. Plus de NAS, plus de clés d'éclandrement, plus de flashball, plus de grenades de désencerclement. Il y en a assez. Il y en a assez. Alors n'essayez pas de vous draper dans le costume de la police, parce que de la police, il y a une police républicaine qui n'est pas raciste, qui n'injurie pas, qui, quand une femme vient porter plainte parce qu'elle a été battue par son homme, ne se fait pas éconduire. 80% des plaintes des femmes ne sont pas retenues. Voilà la vérité. C'est faux ce que vous dites. Ça suffit. Vous êtes un menteur. Ça suffit, vous serez réformé de la cave au grenier. Et vous, peut-être que vous ne serez plus policier. Bien sûr. Pourquoi vous allez faire quoi? Vous allez me virer? Oui, parfaitement. Oui. Je ferai faire une enquête pour savoir comment vous y êtes pris pour faire un point de suture à la gorge d'un gamin que vous avez attaqué. Lui, au moins, il me comprend. Il fallait faire minimum 1m75 et je ne l'ai fait pas. Il faut faire... je me rappelle que... Qui est-ce qui rigole? C'est Jill. C'est ton Ah, quoi? Non, c'est moi parce que... Caponce. Parce que Jill, elle mesure 1m80, alors forcément, c'est sûr. Non.
Non, c'est juste que Jean-Luc Mélenchon vient de me raid. Merci beaucoup Jean-Luc, c'est gentil. Tous les candidats, pour essayer d'être cool, se mettent sur TikTok. Tu peux voir Zemmour en train de faire un strike au bowling. Ah ouais, quand même. Marine Le Pen qui joue avec un chat dans un sapin. Oh, bah t'es bien là. Mélenchon qui boit un lait fraise. Ou qui fait des TikTok avec le son de Jul et SCH. Bien sûr, qui m'ont raté. C'est Marseille, bébé. Un candidat, c'est un peu comme un blockbuster américain. Comme faut vendre le film à toute la planète, on s'aligne sur le plus petit dénominateur commun en termes de complexité du scénario et de finesse dans l'humour. Alors, le résultat est très mauvais. Un candidat, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas besoin de le vendre à toute la planète. Il s'adresse seulement à son électorat, et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à prendre des postures caricaturales sur des sujets d'actu pour le séduire. Moi j'en ai marre de tous ces tristus qui nous disent ce qu'il faut manger, comment il ne faut plus se déplacer, comment on n'aurait plus le droit d'avoir une maison. Celui qui nous dit qu'avec lui, président de la République, il rendrait plus cher tout ce qui est gras, salé et sucré. Ouais, Dieu, fini la copa, fini les panisses à Marseille, fini les frites dans le Nord, terminé. Mais on va manger quoi? Du tofu et du soja? En 2022 au PCF, on mange plus des patrons, mais Une bonne vieille viande issue de chez nous. la musique. Fabien Roussel a trois passions. Le pinard et le saucisson. Ouais, ça fait que de merde. Fabien Roussel a trois emplois. Mais y en a deux où il bosse pas. Il fait la siesta. C'est sûr que la révolution, ça vaut pas un bœuf bourguignon. Camarade, viens danser et chanter cette chanson. Et je trouve que Fabien Roussel, vraiment, il y a tout. Il y a tout simplement tout. Il tape sur l'islam. Il est vraiment voilà, sur l'immigration. On sent qu'il ne cédera pas. Il aime le sauciflard, il aime le camembert. On y va, quoi. C'est la France qu'on aime, c'est le Parti communiste qu'on aime. Ça me rappelle le Parti communiste des années 80. On reçoit plein de cadeaux de la part des candidats. Ici, vous avez le panier garni. Bon, bah, ça, c'est les écolos. Un ordinateur portable, oreillette Bluetooth, c'est l'REM. Bon, et puis là, la côte de bœuf et la bouteille de rouge, avec le brouillage politique, on sait plus trop si c'est le RN ou le Parti communiste, en fait. Donc, Les femmes sont par principe considérées comme incompétentes et c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus attaquées sur leur physique que les hommes par des hommes qui parfois feraient mieux de se regarder dans une glace par ailleurs. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais j'ai surtout beaucoup souffert de discrimination quand j'étais jeune, à cause du nom que je portais. Je veux dire, on m'a fait payer en fait le fait d'être la fille de Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que, vous voyez, il y a une chose que je pourrais jamais faire, c'est faire de la discrimination. Ça fait longtemps que je dis que Marine Le Pen est de gauche et tient un discours de gauche. Cette phrase est magnifique, elle aurait pu être tenue par Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est pas ça, c'est que je pense qu'on se lasse. Moi, je me lasse je l'ai dit, je me lasse du bruit et de la fureur. C'était pas facile, c'était d'ailleurs moins facile qu'aujourd'hui, il faut être honnête. On défendait des idées qui n'étaient pas à la mode à l'époque, elles le sont devenues depuis. Et je veux donner au maire et au préfet le pouvoir de fermer administrativement des commerces dans lesquels se vendent des écrits qui sont contraires à la République. Et là, on a, j'allais dire, la démonstration qu'on venait faire. On venait montrer ce commerce et bien, il vient de fermer son rideau pour qu'on ne voit pas les livres qu'il vend. On n'est pas là pour orienter la vie de nos lecteurs. L'important, c'est qu'ils passent un bon moment et qu'à la fin, tout le monde rentre à la maison en se disant, au fond, Zemmour a raison. Alors... Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais enfin, c'est pas grave. Quand on casse œuf sur ta tête, ça veut dire que t'es Kpakpato. Quand t'es Kpakpato, t'es foutu. Ah oui? Oui, c'est fini. œuf sur ta tête, ça veut dire que Kpakpato. Kpakpato, c'est Jairi. C'est Jairi? Oui. Kpakpato, c'est Jairi? Jairi. Donc c'est fini pour lui. Les revendications et les demandes de Vladimir Poutine sont tout à fait légitimes et que ça serait normalement du rôle de la France de le dire. Et de dire à Vladimir Poutine, oui, vous avez raison. En l'occurrence, vos demandes sont légitimes. Il faut au minimum neutraliser l'Ukraine. Il faut finlandiser l'Ukraine, comme on disait au temps de la guerre froide.
Vous faites partie des candidats qui, pendant de longues années, ont exprimé une forme d'admiration pour Vladimir Poutine. Est-ce que vous condamnez, en des termes très clairs, Au mot Vladimir Poutine, son sourire il s'est baissé, elle a commencé à pincer les lèvres, elle a fait « Sérieusement ?» C'est vraiment ce qui s'est passé dans sa tête. Elle a fait « Sérieusement, je suis obligé de passer par là ?» Il aura fallu que Poutine fasse officiellement un acte hostile en reconnaissant les républiques séparatistes d'Ukraine pour que Mélenchon admette du bout des lèvres que Poutine a fauté, tout en prédisant « Mais la Russie, de son côté, ne fera pas non plus la guerre pour l'Ukraine. Elle attendra qu'elle tombe comme un fruit mûr le moment venu. » Sa prédiction étant démentie 2 jours plus tard, Mélenchon se décide enfin à condamner clairement l'invasion russe en prétendant n'être pas surpris. Il en profite pour révéler enfin qu'il pense que le régime de Poutine est autoritaire et agressif, il était temps. Jusque-là, il refusait de l'affirmer en disant que ce ne serait pas une déclaration heureuse pour sa future diplomatie avec la Russie. Non-alignant ne signifie pas neutralité. Le choix de la France la met du côté du droit international et ce droit est du côté de l'Ukraine. Non-alignés, nous serons libres pour mener une diplomatie vraiment altermondialiste. D'une faiblesse, je conclus, faisons une force. La crise en cours comporte tous les risques, mais tous les moyens d'un rebond positif. Et donc j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir. Et dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français. Pour leur dire, voilà, j'ai une ambition pour le pays, je veux encore pouvoir faire bouger les choses avec vous. Je veux le faire différemment parce que cette période aussi nous a tous changés. Il n'y a pas de rupture radicale dans le programme d'Emmanuel Macron qui souhaite faire un deuxième quinquennat dans la prolongation de son premier, notamment dans des réformes qu'il a engagées mais qui n'ont pas pu aller au bout malheureusement à cause de plein de choses, du Covid, des gilets jaunes, etc. Donc la réforme des retraites qui revient et il a affirmé un âge à 65 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. Alors ça veut dire qu'on enchaîne une vie de travail avec la mort et on n'a pas le droit de vivre, nous ? Macron s'est donc fondu naturellement dans la droite libérale du PS, dans la ligne d'un Strauss-Kahn et sur le modèle d'un Tony Blair. L'État protecteur et la redistribution des richesses, c'est fini. Maintenant, il faut encourager les Français à se lancer à fond dans la libre concurrence et le chacun pour soi. C'est ce qu'il appelle le progrès. Un progrès qui bizarrement consiste à défaire tout ce que les sociodémocrates avaient fait auparavant au nom de ce même progrès, un grand bond en avant vers le passé. Concrètement, si Emmanuel Macron est réélu pour toucher le RSA, il faudra exercer chaque semaine 15 à 20 heures d'activité facilitant l'insertion professionnelle, comme des formations pour apprendre à faire un CV ou des immersions en entreprise. La France compte près de 2 millions de bénéficiaires du RSA. À 20 heures par semaine chacun, cela fait l'équivalent d'1 million d'emplois à trouver. Va-t-on faire travailler les allocataires du RSA à la place des salariés du privé ou des fonctionnaires et payer ainsi, au-dessous du SMIC, des emplois précaires? On estime à entre 9 et 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, on le rappelle, il est de combien, le seuil de pauvreté? Il doit être à 700 €. Il est à 1102 € aujourd'hui. Moi, en tant que père de famille, j'ai 46 ans, je n'arrive plus à vivre de mes revenus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce qu'à chaque fois on nous dit, il n'y a pas de recette magique. Il a dépensé 1 SMIC par jour pendant 3 ans, le tout en plus en étant à l'Élysée à ce moment-là, ce qui est quand même assez étonnant, parce que ça laisse pas beaucoup de temps. Et ce qui est drôle, c'est non seulement le rythme, ça en fait des courses, ça en fait des caddies chez Picard. Là, Et parmi les milliardaires, on pense évidemment à votre patron, Martin Bouygues, qui en a pas mal quand même, 3 milliards et quelques je crois. Et ces 3 milliards-là, quand on a autant d'argent, de toute façon, c'est forcément de l'argent volé. En plus, quand il était à l'Élysée, c'est pas forcément lui qui payait ses courses, si, il était nourri. Moi, j'en sais rien après ce qui se passe. C'est une moyenne, un SMIC par jour. Ça veut dire qu'il dépense aussi pas loin de 10 000 € le week-end peut-être. Je sais pas s'il va au combat, s'il est avec les amis, s'il fait des trucs, s'il fait des voyages, s'il fait des... aucune idée. Il fait peut-être des allers-retours à Bali chaque week-end, mais c'est pas bon pour les gaz à effet de serre. Pendant votre mandat, les accords de Paris n'ont pas été respectés, entre autres folies et désastres écologiques. Et vous avez malheureusement cédé au grand capital qui n'en a que faire d'une justice sociale et environnementale. Donc je viens vous demander aujourd'hui, Monsieur le Président, au nom de tous les jeunes en colère qui se retrouvent dans les rues, à se mobiliser, à manifester, à faire la grève, qu'avez-vous à leur dire, à nous dire par rapport à la tempête climatique et sociale qui va s'abattre sur nous? L'urgence climatique est là, qu'allez-vous faire? Merci. Je pense que
l'anxiété ne permet pas d'avoir une action utile. J'ai essayé de vous dire quelle est ma vision des choses. Je suis plutôt pour l'écolucidité. On sait que le climat se réchauffe, il s'est réchauffé d'à peu près 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle au 19e siècle. On sait que 100% de ce changement climatique que l'on observe est dû aux émissions de gaz à effet de serre de l'homme, donc aux secteurs comme le transport, l'agriculture, l'industrie, la production d'énergie, etc. Et on sait également qu'on observe de plus en plus de conséquences en termes d'événements extrêmes, notamment les extrêmes de chaleur, les extrêmes de précipitation, comme en 2016 dans la région parisienne et dans le Loiret. Et on sait également que pour atténuer ce changement climatique, pour ne pas dépasser les 1,5 degré qui sont considérés comme un seuil dangereux de changement climatique, il faut réduire de manière extrêmement importante les émissions de gaz à effet de serre. En fait, il nous reste moins de 12 ans d'émissions de gaz à effet de serre au rythme actuel d'émissions. Si nous changeons le paramètre de la consommation d'énergie, nous changeons un des paramètres qui conduit directement à la bifurcation, puisque l'utilisation d'énergie de manière croissante pour les besoins du modèle productiviste nous conduisent dans le mur. Donc on sait que si on réduit la consommation des produits qui conduisent à la carbonisation de l'atmosphère, eh ben on va y arriver. Donc il faut appuyer sur tous les boutons en même temps. J'y suis à fond opposé. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on vient de se dire là, qui est aussi important, n'existe pas avec la décroissance. Parce que on produit pour financer un modèle social et un État-providence. Et donc tous ceux qui disent il y a une urgence climatique et donc il faut arrêter tout ce qui pollue, arrêter tout ce qui est notre ancien modèle du jour au lendemain face au climat, je leur dis très bien, mais quel est votre schéma social ? Qui vous finance le grand âge ? Qui vous finance la maladie ? Qui vous finance l'éducation ? Personne. Parce qu'il faut produire. Donc la réponse, ça ne doit pas être l'anxiété ou le repli. Ça doit être de dire on doit continuer à produire. On doit même produire plus, innover plus vite. Et je pense qu'il faut que le débat puisse se conduire et que moi aussi, en tant que candidat aussi, je puisse expliquer, convaincre, proposer, être attaqué, critiqué, contesté, répondre à la controverse. Emmanuel Macron, il ne va pas débattre avant le premier tour. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Écoutez, si vous aimez les foires, il faut qu'ils débattent. Fillon, voilà, il est en face de moi. C'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous vous voyez par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Parce que 12 candidats qui parlent à la télé ensemble, vous avez vu Zemmour et Pécresse, comme c'était complètement naze. Elle va mettre dans tous les petits villages de France, à proximité de tout. Laissez-moi finir. Laissez-moi. C'est pas possible de vous entendre dire des choses. Je peux parler, Madame Pécresse. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais oui, je sais, ça vous embête, Madame. Je sais. Ça vous embête, je sais. Madame Pécresse. Laissez Eric finir son assertion. Madame Pécresse. Non. Non, Madame Pécresse. Mais vous n'avez pas écouté mon discours. Si, vous avez dit. Oui, Madame Pécresse. Ils vont sous le plateau sans mener un bateau. Ces émissions de merde, ça a 5 guet-apens. Ça respecte pas le rap, faut plus y aller. Dans ce rap game, c'est rempli de pigeons. Ils sont tous en chute libre, pour eux, c'est plongeant. Ils se glacent entre eux et oublient le combat. C'est plus des rappeurs, mais des influenceurs. Ils cherchent le buzz, je leur donne même plus l'heure. Les gens qui sont en face de lui, ils sont, je voudrais pas être mauvaise, plutôt minables. Donc je pense qu'il n'y en a aucun qui a le niveau. On vous considère comme un sous-candidat, quoi. Un candidat de merde et inutile. Bon, alors, je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. Je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Merci. Ça sonne un petit peu faux dans la comédie. Si elle cherchait à faire du stand-up, c'est vraiment exactement ce que je lui dirais de non, mais oublie tes mots et pense vraiment à pourquoi tu voulais nous dire ça. Et si tu veux mettre de la rage, ce qu'elle essaie de mettre, ben mets-en vraiment, quoi. Il y a un côté un peu une mauvaise récitation. Mes chers compatriotes, de métropole, des Outre-mer et de l'étranger,
Enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué. Merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle. Je pense que les erreurs, on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risque. Et qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. Non mais regardez-le, content de lui, là, après sa citation inspirante de vendeur de piscine. Regardez bien cette gueule, là. Je suis Macron, je suis content. Je suis le président, les gens ils vont revoter pour moi parce qu'ils sont bêtes. Moi je me souviens du temps où cette émission produisait du fond. Oui, bah qu'est-ce que tu veux produire du fond, là, on se fait chier, et l'autre il se fout de notre gueule. Tu as voté pour qui aux élections? Oh ouais, personne, moi j'encule les personnes, excuse-moi, je suis crash. Vas-y, lâche-toi. Pourquoi voter? Pourquoi? Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est ça. J'ai plein de choix, mais il y en a aucun qui me plaît vraiment. Bon, bah, je vais prendre le moins pire, alors. Ah, désolé, mais en fait, t'as le choix entre celui-ci et celui-là. Mais je les aime pas, ces deux-là. J'ai pas envie de voter pour eux. Après, je vais devoir en bouffer pendant 5 ans, au moins. Ah, mais si tu votes pas, les gens, ils vont peut-être voter pour celui-ci, et t'as vraiment pas envie de manger ça. C'est vrai que j'en ai pas envie, mais l'autre, il est dégueu aussi. Ah bah, c'est comme tu veux, hein, mais ce sera ta faute si tout le monde bouffe de la merde pendant 5 ans après. Bon, bah d'accord, je vais voter pour celui-là, alors. Eh ben voilà, c'était pas dur. Si c'est pas beau, la démocratie, quand même. Quand est-ce qu'on arrête de perdre du temps à jouer le jeu de la bourgeoisie, à systématiquement participer à une élection débile où la bourgeoisie va à chaque fois ressortir vainqueur? Quand est-ce qu'on comprendra qu'il faut arrêter d'aller voter aux législatives où en fait on va élire un député qui ne sera jamais là, qui est bien souvent un bourgeois, on va pas se le cacher, un petit politicien de carrière, qui va prendre des décisions de merde, des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt de ses administrés, des gens de sa circonscription. Je suis pas un grand fan de la démocratie. Non, moi je suis un rasta, moi je vote pas, moi. Ah oui? Ouais. Ça sert à rien? Ben pour moi, c'est normal, c'est un droit, tu vois, c'est normal. Pour chaque citoyen de voter, c'est... Voilà. Mais après, moi, voilà, c'est ma manière de voir les choses, moi je vote pas. C'est tout le problème de la gauche depuis 1958. On ne peut pas gagner dans la 5e République bonapartiste sans un minimum de bonapartisme, même si c'est avec la promesse d'en finir avec la monarchie républicaine. Alors bien sûr, on peut refuser de jouer le jeu des institutions, mais alors il faut aller jusqu'au bout et prôner la révolution. Si on se cherche un candidat capable d'obtenir le pouvoir par les élections et de le changer par la réforme, il va falloir accepter que ce ne sera jamais un pur asset de la pensée collective de la gauche qui refuse tout pouvoir personnel. Je ne crois pas qu'une révolution, quelle qu'elle soit possible. Je crois que si aujourd'hui un coup de force devait survenir, il serait pas approuvé par une majorité des gens en France, mais que s'il devait survenir, en plus, il ne viendrait pas de la gauche. Parce que ceux à l'heure actuelle qui s'arment, c'est plutôt les milices d'extrême droite. Donc personnellement, avant d'appeler à la violence politique, je ferai gaffe, je pense que les victimes seront encore une fois du même côté. De ce fait, je pense que l'élection est malheureusement la seule sphère dans laquelle on peut s'exprimer politiquement aujourd'hui, et du coup il va falloir le faire. Si j'ai voté Mélenchon aux 2 dernières présidentielles, et si je vais probablement malgré tout me résoudre à voter encore cette fois pour lui, c'est avant tout pour obtenir une assemblée constituante pour changer les règles du jeu politique. Une mesure qui devrait selon moi sembler évidente à toute la gauche, mais qu'il est malheureusement le seul à défendre clairement dans cette élection. Parce que je pense que tout le reste dépend en grande partie de ça. Toutes les autres luttes politiques seront bien plus accessibles sans un régime bonapartiste qui dépolitise tout. Je pense justement que même si on parle peu politique dans une présidentielle, ça oriente les termes du débat. Que la France n'aura pas la même gueule si Zemmour fait 20% au présidentiel ou s'il se ramasse. Que l'élection est le moyen de dicter les thèmes qui vont ensuite être obsessionnels pour les Français. Donc c'est important d'être là pour en porter d'autres, autant que possible. Le dernier baromètre Odoxa Mascaré l'affirme, nous sommes dans un moment Mélenchon, à 12 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Le leader de la France Insoumise voit sa cote de popularité grimper à 33%, au plus haut depuis novembre 2017. Il se voit comme la seule alternative entre les 2 candidats en tête des sondages. Premier tour de ma législative, j'avais 10 points de retard sur le candidat En Marche et j'avais presque pas de réserve de voix, j'étais cuit. Et puis, à faire des manifs dans l'entre-deux tours, aller continuer à toquer aux portes,
qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu des gens qui étaient éloignés de la politique depuis très très longtemps et qui se disaient « Ah, cette fois-ci, on a peut-être une chance de gagner, on va y aller ». Et on l'a vérifié sur les listes électorales. Il y a eu un gros turnover. Et les gens qui sont venus voter pour le deuxième tour, c'était pas ceux qui étaient venus voter pour le premier tour. Et on ne sait pas ce que la présence de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour de la présidentielle pourrait réveiller comme strate endormie